Pour ce troisième épisode, je suis ravie d'accueillir le docteur Pascal Villa, directeur adjoint de Chembio France, qui est à l'Université de Strasbourg et au CNRS PCBIS. Pascal, je vais te laisser la parole. Arrêtez de partager. Bonjour à tous, merci Laura pour la présentation et puis pour organiser ces webinaires qui nous permettent un petit peu de discuter avec les gens, de leur montrer ce qu'on sait faire et comment on contribue et on participe à la recherche de candidats médicaments pour de nombreuses pathologies et surtout axés sur les maladies rares dans notre cas. Donc, pour Pascal, pardon, on t'entend plus. Juste tout petit. Ah, ça, Merci. Non, non, c'est de ma faute. Pardon. Autant pour moi, d'accord. c'est de ma faute. Ah, j'ai peut-être dit, il y a des mots-clés, si je les prononce, ça coupe le son, c'est ça? C'est une sorte de... ok. Donc, je dirige un laboratoire qui s'appelle le Plateforme de chimie biologique intégrative de Strasbourg. Et dans le cadre de... Et je suis très impliqué dans l'infrastructure Chembio France, notamment au niveau du criblage et de l'ADME. Donc, pour rappel, l'infrastructure nationale Chembio France rassemble un certain nombre de plateformes dans quatre piliers principaux, dont le premier est la chimiothèque, pour lequel vous avez eu un webinaire au mois de mai. Le deuxième, le criblage, donc où on réalise des essais biologiques pour tester les molécules des chimistes, trouver des composés actifs qui ensuite vont suivre un cursus d'amélioration grâce à des informations obtenues dans le cadre de la pharmacologie de l'ADME, que je définirai tout à l'heure. Et il y a un quatrième pilier qui est constitué par les personnes, les chercheurs qui travaillent sur ce qui s'appelle la chémoinformatique. Et vous aurez un webinaire au mois de novembre pour vous expliquer de quoi il retourne. Donc, dans le cadre de la découverte de futurs médicaments, il y a différentes phases et nous nous situons dans le cadre de ce qui s'appelle la recherche préclinique, ce qui signifie avant d'aller en clinique, donc avant d'aller chez les patients. En dessous, vous avez les différents thèmes qui ont été discutés les deux dernières fois. Aujourd'hui, on est sur la pharmacologie et la toxicologie. C'est une phase que je vais définir et qui nous permettra d'avancer pour obtenir des potentiels candidats médicaments. Petit rappel, la dernière fois, on avait vu qu'à partir de cibles biologiques ou de modèles biologiques, on testait des molécules pour trouver des composés actifs. Ensuite, on sélectionnait les meilleurs. Et ces meilleures touches ces meilleures molécules qu'on appelait des touches ou des hits en anglais, on a la volonté de les transformer en chefs de file, lead. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, on parle de composés leaders qui vont devenir les candidats médicaments qui iront ensuite en phase clinique. Et donc, on avait pris rendez-vous pour aujourd'hui. Et voilà, nous y sommes. Donc, la Fondation a réalisé cette petite diapositive pour situer de quoi on va discuter aujourd'hui, pharmacotoxico, à quoi ça sert, comment c'est réalisé. En préambule, je voulais rappeler la finalité de tout ce qui est réalisé avant d'aller en phase clinique. Parce qu'à un moment donné, ce dont on a besoin, c'est de connaître la concentration d'un composé en fonction du temps. Pourquoi? Parce que si on prend trop peu de composés actifs, en réalité, il n'y a pas d'efficacité. Donc, ça ne sert à rien. Maintenant, au contraire, si on en prend trop, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des effets indésirables qui peuvent aller jusqu'à la toxicité et dans certains cas conduire au décès des patients. Donc évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. Et pour cela, on veut se situer dans une zone qui s'appelle la zone d'efficacité sans avoir
d'effets délétères. Donc, connaître la meilleure concentration possible pour les patients, avec une certaine gamme, hein, puisque selon les patients, les réactions peuvent être différentes et on peut avoir besoin de plus ou moins de concentration d'un composé actif. Mais en tout cas, il n'en faut pas trop peu et il en faut pas trop non plus. Alors, ça nous permet d'introduire le terme de pharmacocinétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pharmacocinétique? En réalité, c'est l'effet d'un organisme sur le candidat médicament. Donc, quand on va recevoir une molécule, un candidat médicament, l'organisme va réagir parce que c'est quelque chose qui est inconnu du corps humain. C'est pas quelque chose qui est fabriqué dans le corps, donc on appelle ça un xénobiotique. Et l'organisme se défend. Et dans le cadre de la pharmacocinétique, donc, on va regarder, c'est la phase qui étudie les facteurs qui influencent cette concentration du médicament ou du candidat médicament dans le sang. Cette concentration, elle peut varier selon 4 processus. Et ces 4 processus, on les appelle ADME. La première lettre A consiste à l'absorption de la molécule. La deuxième lettre, c'est sa distribution de l'organisme. Ensuite, on parlera de son métabolisme, donc de sa biotransformation dans le corps. Finalement, on aboutira à l'excrétion, puisque c'est l'élimination des composés à un moment donné par les voies urinaires ou fesses notamment. On a donc cet acronyme ADME, mais on parle souvent d'ADM, d'ADMET, le T étant relatif à la toxicité, puisque c'est un facteur très important. Évidemment, on ne veut pas prendre un médicament qui soit toxique. Pour l'instant, j'ai introduit l'acronyme ADME. Mais avant ça, avant d'aller faire les premières mesures, on a besoin d'informations sur les molécules qui sont issues du criblage avant qu'on puisse les administrer à l'animal et a fortiori chez l'homme. Les premières informations consistent à étudier les propriétés physico-chimiques de ces molécules, notamment leur solubilité, leur stabilité dans les tampons, dans le plasma, etc. La deuxième chose qui est importante à faire, c'est de voir si elles ne sont pas cytotoxiques. Donc pour cela, on réalise des tests cellulaires. Aujourd'hui, on arrive même à réaliser des tests sur des systèmes en 3 dimensions, comme des organoïdes, qui ont des fonctions qui miment un petit peu les fonctions de certains organes. Et après, on va réaliser ce qui s'appelle les tests d'innocuité, notamment avant de travailler sur un animal, il est nécessaire de savoir si on ne va pas être comment dire, trop toxique pour l'animal. Donc on va administrer des doses croissantes jusqu'à qu'on puisse observer le moindre effet physiologique, une oreille qui bouge, un tremblement, peu importe. Et là, on s'arrête tout de suite parce qu'on sait que c'est la dose maximale à laquelle on peut travailler pour ensuite étudier le devenir de ce candidat médicament dans l'animal. Voilà, il ne s'agit pas de faire des tests au hasard avec des concentrations trop importantes et de faire mal à un animal ou de l'utiliser pour rien. De toute manière, toutes ces études sont très très réglementées, ce qui est normal, avec des autorisations drastiques à obtenir pour la moindre expérimentation. Et pourquoi on fait tout ça? Ben oui, comme je viens de le dire, on ne va pas faire de tests chez l'animal sans avoir toutes les informations disponibles sur les composés à administrer. On se situe également dans ce cadre, dans ce qui s'appelle les 3 R, donc pour affiner, remplacer, et notamment le maximum possible les tests sur animaux. Donc quand on arrive à l'animal, c'est qu'on a déjà réalisé tout un tas d'études qui permettent de montrer qu'il n'y avait pas d'effet délétère avant. Quand on arrive chez l'homme, eh bien, que se passe-t-il? Il y a une ingestion du candidat médicament. Bon, en phase clinique, c'est surtout en phase 1, la première phase sur des individus sains.
Eh bien, ces composés sont absorbés, ils entrent dans le sang. Ensuite, ils sont distribués, notamment par la voie sanguine. Ils sont également métabolisés. La plupart d'entre eux, en tout cas, sont métabolisés principalement par le foie, mais il y a aussi d'autres organes. Et ensuite, ils sont éliminés principalement par les reins. Voilà, donc là, on a le schéma global de ce qu'on doit étudier. Et là, on va dire avant d'aller chez l'homme, même si cette image représente un homme, il faut d'abord qu'on arrive à réaliser des études sur ces composés chez les animaux, de façon à avoir les informations qui permettent d'avoir le maximum de sécurité au moment où on va commencer à tester ça chez l'homme. En entrant un petit peu plus dans les détails, je vais parler ici de l'absorption. Ben, c'est quoi? C'est le processus par lequel nous allons regarder le passage de ce composé dans la circulation générale et à partir du site d'administration. Quand on parle du site d'administration, un médicament, la plupart du temps, on aime bien qu'il soit administré de façon orale. Ce qui est en dessous, c'est l'administration la plus courante. Et ensuite, on va regarder comment il est absorbé. Mais dans certains cas, c'est fait par voie intraveineuse, IV, où là, effectivement, on a une absorption qui est maximale. Pourquoi? Parce qu'on l'a directement dans le sang. Je vais vous montrer des exemples euh, expliquant pourquoi il y a une différence entre administration orale et intraveineuse, par exemple. Donc, quand on est chez l'animal, on va mesurer la concentration dans le sang en fonction du temps. Dans l'exemple que je vais vous montrer juste après, il y a deux voies d'administration, IV, intraveineux, et PEROS, donc par voie orale. Mais dans d'autres cas, on peut aussi étudier des voies IP pour intrapéritonéal, donc dans le péritoine, ou sous-cutané, mais ça peut être également intramusculaire, etc. Et après, grâce à des équipements ultrasensibles tels que des LCMS. Donc LCMS, ce sont des appareils de chromatographie liquide associés à des spectromètres de masse, des appareils très sensibles qui nous permettent de détecter la présence des molécules, des médicaments dans le sang. Vous avez ici une courbe avec en ordonnée la concentration dans le sang du composé que l'on teste. En abscisse, on a le temps. Donc, on mesure la concentration du composé en fonction du temps. Vous avez la courbe bleue, la première. En fait, il s'agit ici d'une injection intraveineuse. Donc, on injecte directement dans le sang. Ce qui permet, on permet d'observer que très rapidement, on a le maximum de concentration au bout de quelques minutes qui est mesurable dans le sang. Et ensuite, cette concentration, elle diminue au cours du temps puisque le composé est au fur et à mesure dégradé, métabolisé, éliminé, etc. Le même composé administré par voie orale, vous voyez qu'il met un petit peu plus de temps à apparaître dans la voie sanguine et surtout, on n'arrive pas à avoir la même concentration finale. Ça veut dire que quand on prend un médicament par voie orale, eh bien, la concentration qu'on aura dans le sang au final, elle ne peut pas être la même que celle qui est indiquée sur la boîte du médicament. Vous voyez ici, il y a une différence presque d'un facteur 2. Donc, ce médicament, ensuite, par voie orale, il passe dans le sang et il finit par être éliminé comme quand on l'injecte dans le sang directement. Voilà, donc ça, c'est un facteur très important parce que quand on fait des études et après, quand on doit donner une posologie pour un médicament, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et ces courbes-là, ça va nous permettre d'obtenir un certain nombre de facteurs, de paramètres qu'on appelle des paramètres PK, PK pour pharmacocinétique, le K c'est pour l'anglais, kinétique, que je ne vais pas détailler, mais qui sont précisés en dessous et qui sont un petit peu la carte d'identité du composé qui va être administré. Voilà, donc là, on a un cas d'école avec une belle courbe dose-réponse, courbe de concentration en fonction du temps de ces deux composés. Un exemple ici concret de ce que ça représente quand on est chez l'homme. Dans ce cas, c'était un test clinique réalisé sur des patients atteints de Covid, c'était pendant le confinement. Et ces patients étaient en détresse respiratoire, donc ça veut dire qu'ils devaient être intubés.
Et il y a un médicament potentiel, c'est un candidat médicament qui s'appelait la transcrocétine, qui permettait, le cas échéant, d'améliorer l'oxygénation du sang. Donc, il paraissait intéressant de pouvoir l'administrer aux patients qui étaient en détresse respiratoire pour essayer de les désintuber le plus vite possible, parce que l'intubation avec administration d'oxygène, ça brûlait les poumons, il y avait des effets secondaires très importants et irréversibles. Et donc, cette molécule avait été administrée sous forme, on appelle ça liposomale. C'est en fait une fabrication de cette molécule, la transcrocétine, dans des liposomes avec libération lente dans le sang. Après avoir été testé chez l'animal, ça a été administré chez l'homme et notamment directement là chez les malades parce qu'il y avait urgence en la matière, comme vous vous en doutez. Voici le type de résultat qu'on avait obtenu. Donc, durant cette phase clinique, dans un premier temps, comme on ne connaissait pas l'effet sur l'individu sain, il a fallu faire une pharmacocinétique directement chez l'homme à partir des connaissances qu'on avait eues sur la souris. Là, vous voyez, tout en haut de la diapositive, une première administration à quelques patients de l'ordre de 2,5 mg/kg. Eh bien, vous avez là une zone grisée qui correspond en fait à l'ensemble des patients qui ont été traités, donc celui qui a eu la plus forte réponse et celui qui a eu la plus faible, avec la courbe au milieu qui représente la moyenne. Quand on regarde cette moyenne, on voit que l'administration de ce médicament, quand on le mesure dans le sang, eh bien, après 6 heures, il ne reste plus grand-chose. Et au bout de 6 heures, ça ne suffisait pas pour que ce soit efficace. Si on se rappelle de la diapositive du début, on cherche à être dans la zone où il y a la meilleure concentration possible pour avoir une efficacité sans effet secondaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce médicament, s'il était administré à une trop forte concentration, il pouvait avoir des effets très toxiques. Donc, il fallait être prudent. Dans un deuxième temps, suite à ces premiers résultats, les patients suivants ont été traités avec une dose plus élevée, ici 5 mg/kg. Là, on voit qu'on arrive à avoir une concentration qui s'arrête, qui arrive à zéro seulement au bout de 12 heures. Donc, ça commence à devenir intéressant. Mais ça ne suffisait pas encore pour avoir des effets significatifs. Il a fallu passer ensuite à 7,5 mg/kg, puis des boosts de 5 mg/kg au fur et à mesure, toutes les 12 heures, pour obtenir des résultats qui ont permis par la suite d'avoir un effet positif sur les patients et de pouvoir les désintuber assez rapidement. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est simplement, ça vous montre à quel point il est important d'avoir tout un tas de données au préalable avant d'aller chez le patient, parce que même une fois qu'on est chez le patient, il faut encore faire des tests. Et que si on n'a pas eu les données préliminaires, on est vraiment bloqué. Donc là, on a vu l'administration, l'absorption, pardon, et on est maintenant dans le D de ADME pour la distribution. Cette distribution qui consiste à regarder où va le composé dans les tissus, dans les organes, au niveau du corps humain, parce qu'après absorption, il va circuler et il va atteindre les organes cibles. Donc, on va regarder quels sont les échanges entre le sang et les tissus. On va essayer d'étudier aussi si les composés d'intérêt passent, par exemple, la barrière hémoménagée. Donc, c'est les médicaments qui doivent cibler le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière. Eh bien, ils doivent passer une barrière qui ne laisse pas passer tout le monde. Et donc, ça signifie que quand on étudie, on recherche des candidats médicaments qui doivent aller dans le système nerveux central, il faut peut-être parfois les modifier pour qu'ils puissent traverser cette membrane. Et donc, c'est toutes ces études qui sont réalisées, bien sûr, avant d'aller chez l'homme. Et ça, c'est un exemple. Alors, j'ai parlé ici de la barrière hémoménagée, donc celle qui permet d'aller dans le cerveau. Mais il y a aussi une autre barrière qui est importante à étudier, c'est la barrière intestinale, notamment quand on prend les médicaments par voie orale. Et donc, on a des systèmes in vitro qui nous permettent de modéliser un petit peu le comportement de ces futurs médicaments avant de les administrer chez l'animal.
On regarde si les protéines sont solubles, si elles ont des caractères physico-chimiques corrects. Ensuite, on les teste sur des cellules qui ont un petit nom, elles s'appellent CACO2. Ce sont des cellules qui sont des cellules de l'intestin. Donc, on reproduit in vitro un petit peu la barrière intestinale, ce qui nous permet de mesurer le passage de ces molécules à travers cette barrière intestinale et d'obtenir tout un tas d'informations euh, qui nous donneront des go-no-go pour la suite des opérations. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chez l'animal ou pas, et après chez l'homme. Le M d'ADME, c'est le métabolisme. Donc là, j'ai déjà parlé des xénobiotiques, donc les agents extérieurs au corps. Eh bien, quand on donne une molécule dans un organisme, un animal ou l'homme, il y a une transformation de ces molécules par des réactions enzymatiques. Donc, il y a plusieurs étapes, et ces étapes se font principalement dans un organe qui est le foie, le foie qui est le détoxificateur, on va dire, du corps humain. C'est lui qui filtre le sang, et a fortiori, il va recevoir très rapidement les médicaments qu'on va injecter ou ingérer. Par exemple, si vous prenez un Doliprane, il va très rapidement aller dans le sang et il va être dégradé avec une demi-vie. Ben, on vous dit bien que vous ne pouvez pas dépasser 3 cachets par jour, donc c'est à peu près 8 heures. Donc, ce foie, il va transformer les molécules. La majorité des molécules et des médicaments sont transformés avant d'être éliminés. Il y en a un certain nombre qui ne le sont pas, mais c'est plus rare. Donc, voilà, dans ce foie, il y a tout un tas de... Il y a une machinerie enzymatique qui va permettre de transformer ces composés. On arrive à mimer, à étudier ce comportement de métabolisme avec des tests in vitro aussi, notamment avec des cellules des hépatocytes, donc des cellules de foie, dans lesquelles il y a toutes les enzymes présentes dans le foie de l'homme, ce qui nous permet de réaliser, de regarder les mécanismes de perméabilité et de métabolisation. Mais également, on peut aussi travailler avec ce qui s'appelle des cytochromes. Alors, à chaque fois, ce sont des noms un peu barbares, hein, mais c'est leur petit nom. Ce sont des enzymes qui sont dans le foie. Ce sont celles qui sont présentes dans les cellules du foie et qui font le travail. Et quand on dit recombinant, c'est parce qu'on arrive à les fabriquer, les faire fabriquer par exemple par des bactéries et en obtenir des grandes quantités pour pouvoir les utiliser in vitro. Donc quand on arrive à modéliser tout ça, on peut avancer et regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de l'élimination, de l'excrétion. Parce que ces molécules, après être dans l'organisme, bah, elles finissent au niveau des reins en majorité pour pouvoir ensuite passer dans l'urine et être rejetées du corps. Voilà. Après, il y a d'autres voies d'excrétion, les fesses, etc. Mais la majorité, c'est quand même le rein. Et ça aussi, on arrive à le modéliser. Donc, au final, quand on se pose la question à quoi ça sert la pharmacocinétique, eh bien, finalement, ça permet de définir des modalités d'administration d'un médicament ou d'un candidat médicament. Se voit d'administration, sa dose et son rythme d'administration. Et vous avez vu qu'en fonction de la dose, le rythme peut varier dans l'exemple que j'avais cité tout à l'heure dans l'étude sur des patients atteints de Covid, parce qu'il fallait, en fonction de la concentration, on pouvait passer de 6 heures à 12 heures d'administration. Et ça permet aussi de connaître l'influence des caractéristiques en fonction des patients, parce que un patient jeune, un enfant, c'est différent d'une personne âgée. En fonction des pathologies, on va réagir différemment. Nos barrières peuvent être altérées ou pas. Notre physiologie peut être également différente ou pas, mais également en fonction des associations avec différents médicaments qu'on peut prendre à côté. Au final, si on résume, on est parti de la recherche de candidats médicaments par criblage robotisé de collection de molécules, des chimiothèques. Ça nous a permis d'identifier des composés actifs, des hits, des touches. Et ces composés actifs, eh bien, pour en faire des têtes de série qui vont ensuite aller en phase clinique, on a toutes ces étapes qui sont indispensables et qui nous permettent de dire on y va pas.
C'est ce que fait l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on fait nous aussi dans le public, dans des cadres encore non réglementaires. Ensuite, il y a un certain nombre d'expériences qui sont à réaliser dans un cadre réglementaire avant d'obtenir une autorisation de sur le marché par la suite, quand on montrera que le médicament est actif chez l'homme. Et donc, toutes ces étapes, ben, elles prennent du temps, mais elles sont nécessaires et montrent que ben, le chemin pour aller au médicament et jusqu'à l'homme, il est compliqué. Cependant, il est quand même bien maîtrisé. Et pendant ces phases où on arrive vers un composé leader qui sera prêt pour aller pour être testé en phase clinique, en phase 1 chez l'homme, d'abord l'individu sain, eh bien, avant d'arriver là, il a fallu très souvent, la plupart du temps, optimiser ces molécules. Et ces optimisations, elles se font grâce à des chimistes qui sont des chimistes médicinaux. Donc, ce sont des spécialistes du médicament. C'est vraiment une spécialisation particulière. Tous les chimistes ne sont pas des chimistes médicinaux. Donc, il y a une vraie compétence qui permet, par exemple, grâce aux observations qu'on aura réalisées dans le cadre de la pharmacocinétique, de la DME, ça donnera des pistes aux chimistes pour améliorer ces molécules, par exemple, pour les rendre plus solubles. Il est évident qu'on ne va pas, par exemple, injecter une molécule qui est un caillou, entre guillemets. Donc, il faut la rendre plus soluble ou plus stable. Injecter une molécule à un animal ou à l'homme, si sa stabilité est de 3 minutes, ça n'a aucun sens. Donc, il faut pouvoir le tester avant. Et toutes ces mesures d'absorption, distribution, métabolisme et élimination sont donc indispensables. Elles aident le chimiste médicinal à améliorer les molécules jusqu'à l'homme. Et encore là, c'est pas gagné parce que quand on arrive en phase clinique, vous le savez peut-être, il y a encore pas mal d'écueils. Mais en tout cas, c'est là que je vais m'arrêter pour ma présentation sur la pharmacocinétique. Un dernier point, puisque on a cité le mot toxicologie. En ce qui nous concerne, dans le cadre de Cambio France, on n'est pas dans la toxicologie, puisque la toxicologie, c'est plus l'effet des études toxiques chez les gens, chez le patient. D'abord l'individu sain avant d'aller chez le patient. Donc, ça, on fait pas chez nous, on s'arrête à l'animal. Mais on fait, nous, des études d'innocuité. Et après, avant d'aller chez l'homme, il y a quand même des études de toxico qui sont faites sur certains animaux, mais ça sort de notre cadre de compétences à Chem de France. Et donc, finalement, pour les webinaires de la Fondation Maladies Rares, vous avez rendez-vous le 7 novembre pour parler de chémo-informatique. Alors, la chémo-informatique, c'est un domaine très particulier, très euh, en plein essor, qui va nous permettre d'obtenir des informations complémentaires qui seront complémentaires des études in vivo et in vitro qu'on réalise, avec l'utilisation de l'IA notamment, mais tout ça, ce sera dévoilé pour les gens curieux le 7 novembre. Et ce sera, je crois, Dragos Horvat, le docteur Horvat, qui vous présentera tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.